Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du phénomène d'osmose, donc à travers une approche documentaire, donc qui est au programme de deuxième année des classes préparatoires en PC. Donc ça se traduit un petit peu sous forme d'exercice avec des documents à lire. Comme d'habitude, le lien est en description. Et on va corriger ça. Je vais faire quelques petits rappels en même temps. Il faut savoir qu'au niveau du programme, ça s'insère en fait au moment où on travaille sur le second principe de la thermodynamique, où on a introduit les fonctions G, le potentiel chimique, etc. Voilà, par ailleurs, je vous mets toujours des liens un petit peu pour aller plus loin, et notamment il y a Biologique qui a fait une superbe vidéo sur justement les transferts de molécules d'eau à travers une membrane, etc. Donc pour ceux qui veulent approfondir, je vous mettrai le matériel nécessaire. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ouais, j'ai failli oublier, pour que ce soit utile et que vous assimiliez bien, évidemment, il va de soi qu'il faut préparer l'approche doc avant de regarder la vidéo, sinon globalement, voilà, vous allez peut-être comprendre, mais vous n'allez rien retenir de ça, donc prenez vraiment, je dirais, 1 heure le temps de préparation, le temps de lire les documents, de répondre aux questions, un peu plus, un peu moins, évidemment, selon votre niveau, votre rapidité, et après, vous regardez la vidéo de correction. Allez, cette fois, on y va pour de bon. Allez, la première question, c'est vraiment pour se chauffer. Donc d'abord, on nous demande de définir une membrane semi-perméable. Donc une membrane semi-perméable, tout simplement, c'est une membrane qui ne laisse passer qu'un seul constituant, le solvant, et non les solutés. Donc dans notre cas, le solvant est l'eau, et puis les solutés, ça peut être du sel, du sucre, des protéines, voilà, ça va dépendre, on va voir qu'il y a plusieurs types d'applications. Alors on vous demandait aussi de donner quelques exemples. Donc dans le document 1, on parle de la vessie de porc par exemple. Il y a des membranes à base de polymères, on l'évoque rapidement dans le document 2. Des membranes végétales, la paroi de l'estomac, etc. Voilà, vous en avez plein. J'ajouterai également les membranes des cellules, hein. On va en parler au moment du choix de la boisson de l'effort pour une activité sportive. Effectivement, le phénomène d'osmose est à l'origine par exemple, de l'hyponatrémie ou de ce genre de choses, donc, qui vont influencer le choix d'une boisson lors d'un effort long ou intense. Ok, allez, passons à la question 2. Bon, ensuite, on vous demande, là on rentre dans le vif du sujet, lorsque deux solutions de concentration différentes sont de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, qu'observe-t-on en termes de migration d'espèces? Je vais faire un schéma très grossier, hein, parce que là, ça ne correspond pas à une situation concrète, mais imaginons que ici, j'ai une membrane semi-perméable, hop, qui sépare un compartiment A d'un compartiment B. Et du coup, je vais avoir un soluté présent à la concentration Ca à gauche de la membrane et un constituant présent à la concentration Cb à droite de la membrane. Globalement, le phénomène d'osmose, on va commencer vraiment par une analyse purement qualitative, hein. Toute chose égale par ailleurs, si j'ai B qui est plus concentré que A, c'est-à-dire que Cb est supérieur à Ca, en fait, le transport de matière va se faire de manière à équilibrer les concentrations. Donc du coup, le voyage des molécules d'eau, les molécules d'eau vont voyager de sorte à égaliser Cb et Ca. Donc autrement dit, il faut diluer le composé B. Donc les molécules d'eau vont aller de gauche à droite. Donc transfert de A vers B jusqu'à atteindre Ca égale Cb. En fait, cela provient simplement des potentiels chimiques, hein. C'est-à-dire qu'au début, il y a le potentiel chimique de B qui est supérieur au potentiel chimique de A. Donc initialement, on a mu B supérieur à mu A. Je rappelle qu'il y a un document qui donne l'expression du potentiel chimique, hein, pour le soluté ici. On vous disait que c'était mu I standard. Alors ici, on ne va pas considérer de différence de pression, mais plus RT ln de la fraction molaire. D'accord? Donc plus c'est concentré, plus xi est grand. Donc si B est plus concentré, le potentiel chimique est plus grand. Et donc il va y avoir migration de l'eau vers les zones de potentiel chimique le plus bas. Donc initialement 1, et puis à l'état final, comme on a égalité des concentrations, on a égalité des potentiels chimiques. Ça, on va le détailler un peu plus après avec la pression. On y vient, donc ça, c'était plus une petite question de chauffe. Ah, maintenant, on va rentrer dans le cœur de l'histoire. Alors, je vous mets la question. Donc là, nous partons du dispositif suivant.
Et on nous dit que initialement, dans le compartiment A, on a du solvant pur. Et que dans le compartiment B, on a le solvant plus un soluté. Alors, on nous demande, que se passe-t-il dans ce cas de figure? Eh bien, la même chose que précédemment, mais vous allez voir qu'il y a une différence. C'est-à-dire que le solvant va se déplacer à travers la membrane de manière à équilibrer les concentrations. Donc forcément, il va falloir que l'eau soit transférée du compartiment A vers le compartiment B, de sorte à faire diminuer la concentration en soluté ici. Sauf que qu'est-ce qui va se passer étant donné qu'il n'y a pas de soluté dans le compartiment A? Théoriquement, si on tient compte que de ce facteur-là, le niveau va descendre, descendre, descendre. Ici, ça va monter. Et puis, normalement, le compartiment devrait se vider. Mais vous comprenez bien que ça ne va pas arriver puisque l'eau peut retomber également par gravité. Donc, en fait, vous avez une histoire de pression ici. Alors, que se passe-t-il? On va déjà comprendre cette affaire, que 1, les molécules d'eau vont transférer, mais que 2, au bout d'un moment, comme le niveau va monter là, en un point de même altitude, la pression sera plus forte en B, et cette pression plus forte va empêcher les molécules d'eau de passer. Je vous fais un petit dessin. Après transfert des molécules d'eau, en fait, on aura le compartiment A qui s'est un peu vidé, donc le niveau ici qui est plus bas que celui du compartiment B. Par conséquent, si on prend une ligne d'altitude donnée, par exemple celle-ci, je prends au pif, un point ici aura une pression PA et de ce côté-là une pression PB. Et effectivement, étant donné que le niveau d'eau dans le compartiment B, est plus haut, on aura une pression PB qui est supérieure à PA. Et d'ailleurs, ça peut s'expliciter, ça, parce que normalement, vous connaissez l'équation fondamentale de la statique des fluides, qu'on va rappeler. Donc l'équation fondamentale de la statique des fluides. Alors tout dépend comment on prend l'axe Z, mais ça vous donne dP égale moins ρ g dz si on prend l'axe Z ascendant. D'accord? Donc si je prends un axe Z comme ceci, lorsque l'altitude augmente, la pression diminue. Et donc, dans la mesure où je considère que l'eau peut être considérée comme un fluide incompressible, eh bien, je peux intégrer mon équation. Et donc, je vais avoir que la pression, par exemple, PA, donc si j'intègre dans le compartiment, moins la pression à la surface, qui vaut grosso modo P standard, c'est la pression atmosphérique, ça me fait moins ρ fois G, fois, alors on va noter ici, par exemple, si ça c'est le niveau 0 et que ici c'est le niveau ZA, eh bien je vais avoir moins ZA ici. Donc ça me donne PA qui vaut P standard plus ρGZA, tout simplement. Et puis de la même manière, si je note ZB ici pour le niveau dans le compartiment B, je vais avoir PB qui vaut P standard plus ρGZB. Voilà, c'est un petit rappel de physique de première année, ça, normalement, enfin je l'espère. Et du coup, si je veux exprimer ma différence entre les deux, entre la pression dans B et la pression dans A, je vais simplement voir que c'est ρG fois la différence d'altitude entre les deux compartiments. Donc ça, c'est ce que, par exemple, je peux le noter petit h, mais en fait, la différence entre les deux niveaux ici, si on parvient à la mesurer, voilà, ça va être ça. Eh bien, on peut avoir la différence de pression entre les deux compartiments. Bien, passons à la question 3b, c'est là qu'on va nous demander d'établir la relation entre la concentration et la pression osmotique. On nous demande donc de donner l'expression du potentiel chimique dans le compartiment A, du solvant, pardon, dans le compartiment A, puis dans le compartiment B, et montrer qu'à l'équilibre, la différence de pression entre les deux compartiments, qui est donc la pression osmotique, s'exprime en fonction de la température et de la concentration, selon la relation suivante. Alors, eh bien, on y va. Donc, dans le compartiment A, donc là, il faut tenir compte, oui, qu'on soit clair pour que vous preniez du recul par rapport à cette approche doc. En fait, cette approche documentaire, c'est l'occasion de tenir compte au moins une fois de la pression dans l'expression du potentiel chimique, ce qui n'est pas le cas dans le reste du programme. Donc
C'est vraiment ça l'intérêt, on va dire, la plus-value de cet exercice, donc qui apparaît surtout dans la question 3b par rapport aux autres exercices qu'on aura fait sur le second principe. Donc le potentiel chimique donc du solvant, je ne vais pas préciser à chaque fois, mais ici ça va être, je mets A pour dans le compartiment A, ça va être le potentiel chimique standard du solvant, donc ça ne dépend pas du compartiment, qui dépend que de T, plus, alors comment on l'a noté déjà, attendez, je remonte pour voir le document, je vais essayer d'être homogène au niveau des notations. Ouais, le volume molaire, on l'a noté VM, ok, donc VM, facteur de pression dans le compartiment A moins pression standard, et puis le plus RT-ln de XI, en fait ici, je vais quand même le noter, ln de XA, bah, ce terme-là, il s'annule, car ici, le solvant est pur, donc XA égale 1. Okay. Ensuite, dans le compartiment B, le potentiel chimique du solvant, bah, c'est le potentiel chimique standard du solvant également, plus le volume molaire, facteur de Pb moins P standard, plus cette fois-ci RT-ln de la fraction molaire du solvant dans le compartiment B, donc XB. Cette fois-ci, on va garder XB puisqu'il y a bien un soluté qui est présent. Bien, donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va utiliser la condition d'équilibre. Alors peut-être que j'aurais dû commencer par vous montrer ça. L'équation qui modélise la transformation, c'est-à-dire le transfert de molécules d'eau à travers la membrane, c'est H2O dans le compartiment A qui va donner H2O dans le compartiment B. D'accord ? Donc la condition d'équilibre, on va l'écrire simplement, potentiel chimique de l'eau dans le compartiment A égale potentiel chimique de l'eau dans le compartiment B. Donc attention, A et B ne sont pas des constituants. Encore une fois, j'insiste lourdement, mais ce sont bien des compartiments. Et donc quand on égalise, on voit immédiatement que les potentiels chimiques standards vont s'annuler, donc je vais recopier que les autres termes. Je vais avoir le volume molaire du solvant, facteur de PA moins PB, qui est égal à, j'étais un peu vite, mais bon, si vous l'écrivez, vous le retrouvez facilement, RT-ln de XB. Encore une fois, je m'appesantis, mais XB, c'est la XH2O dans le compartiment B. Donc là, il n'est question que de l'eau. Okay. Bien, une fois qu'on a fait ça, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc, explicitons ln de XB. C'est ln de la fraction molaire du solvant. Donc, je peux aussi écrire que c'est ln de 1 moins la fraction molaire en soluté. Or, la fraction molaire du soluté, comme on a des solutions diluées, c'est très petit devant 1. Donc on peut faire un développement limité. Donc là, je fais un développement limité à l'ordre 1. Et donc on va avoir ln de 1 moins x soluté qui vaut environ x soluté. Maintenant, on s'arrête 2 secondes. Regardez ce qu'on vous demande. On vous demande une expression entre pi, la pression osmotique, donc différence de pression entre les deux compartiments. Ça, j'ai envie de vous dire, on l'a déjà trouvé. D'accord ? La différence de pression, elle est là. Alors ça, c'est pas pi, c'est moins pi. Puisque la pression osmotique est définie positivement. Mais là, ce qu'on cherche à avoir maintenant, c'est la concentration en soluté. Donc il va falloir que je traduise ça en concentration. Donc c'est assez simple. X soluté, sa définition, du coup, ça va être la quantité de matière de soluté sur la quantité de matière de solvant. Donc ici, ça serait NB, puisque c'est la quantité d'eau dans le compartiment B, plus N soluté. Ce qui vaut environ, étant donné que le soluté est beaucoup moins présent que le solvant, N soluté sur la quantité de solvant dans le compartiment B. Je peux aussi expliciter par ailleurs le volume molaire. Parce que rappelez-vous, ce qu'on souhaite, nous, après, c'est mettre tout ça dans cette équation. Donc, le volume molaire du solvant, ça va être le volume du solvant, donc le volume d'eau,
sur la quantité de matière d'eau dans le compartiment B. Et donc si je prends cette équation, hop là, et que je la réécris ici, je vais bien avoir le volume d'eau sur NB fois moins pi, qui est égal à RT. Oh, pardon, j'ai fait une erreur dans mon développement limité, il y a un moins ici. C'est ln de 1 moins x soluté, c'est, regardez là, hein, ln de 1 moins x soluté, c'est moins x soluté. RT fois, du coup, moins x soluté, qui vaut à peu près moins n soluté sur NB. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les NB se simplifient. Il y a un moins des deux côtés, donc on peut repasser au plus. Et du coup, vous voyez bien qu'en divisant par le volume de solvant des deux côtés, je fais apparaître N soluté sur VH2O. Et donc ça, c'est bien la concentration. Donc on a bien la pression osmotique qui vaut RT fois la concentration. Bien, alors dans la question petit c, le but du jeu, c'est de faire une application numérique. Donc ici, on aura pi qui est RT fois la concentration. Donc on nous dit bien qu'ici, c'est la somme des concentrations des solutés. Donc on a 30 grammes de sel. Du coup, cette concentration, ça va être la quantité de NaCl sur le volume considéré. Et puis la quantité de NaCl, pardon, on peut la décomposer en masse de NaCl. Donc les 30 grammes sur, j'ai toujours V, facteur de la masse molaire du sodium plus la masse molaire du chlore. Et puis quand on fait l'application numérique, alors là, il faut faire attention aux unités. On doit trouver une pression qui est de... Alors attends, j'ai 25, que je vous dise pas de bêtises. Combien j'ai trouvé? 25,4 bars. Donc il faut faire gaffe parce que quand vous utilisez les unités SI, vous allez trouver des pascals. Donc il faut bien refaire les conversions, donc ce qui est bien une valeur assez élevée. Et puis de mémoire, je n'ai pas vérifié, mais la vidéo du CNRS, il y a plein d'informations intéressantes sur l'osmose, donc c'était dans le document 2. Je vous conseille de bien la regarder et il me semble qu'il donne un ordre de grandeur de cette pression osmotique, donc ce qui vous permet de vérifier le résultat et de conforter votre calcul. Alors question petit d, on vous demande d'établir une expression littérale de la différence d'altitude entre les deux surfaces supérieures des compartiments. On précisera les éventuelles hypothèses et approximations. Donc là j'ai préparé un peu le terrain tout à l'heure parce qu'en fait j'avais déjà ressorti l'équation de la statique des fluides et intégré. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait que la différence de pression, donc ça c'était dans la question petit a, je crois, j'ai dit que PB moins PA, c'était ρGH. Donc on avait déjà fait ce travail-là, donc j'avais déjà un petit peu répondu à la question D. Et en fait, PB moins PA, c'est rien d'autre que pi. Du coup, on égalise les deux équations, et on en déduit que RT fois C, c'est égal à ρGH. Et donc on peut facilement exprimer cette hauteur comme étant RTC sur ρ fois G. Voilà. Alors c'est important d'avoir en tête ce truc avec l'équation de la statique des fluides parce qu'en fait il existe des problèmes, c'est déjà tombé aux mines, où par exemple on va utiliser le phénomène d'osmose pour la mesure des masses molaires d'un polymère. Voilà, j'ai un exo là-dessus. Tiens, dites-moi en commentaire si vous voulez que je le corrige sur la chaîne. Mais on a ce genre d'exo où en fait on va mesurer des hauteurs pour des différentes concentrations et en fait en linéarisant on peut remonter à des données, à des masses volumiques, des masses molaires de macromolécules, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est déjà tombé, d'où la question que j'ai choisi de vous mettre dans cette approche doc. Allez, on enchaîne sur la question 4, la fin va aller un petit peu vite. Alors, dans la question numéro 4, on vous demande d'expliquer quel type de boisson il convient de choisir pour vous accompagner au cours d'une activité physique de longue durée, proposer une préparation, et on vous donne la concentration en soluté dans une cellule. Donc ça, c'est votre cellule, ok? On va appeler la concentration totale en soluté qui est à l'intérieur, c'est intra pour la concentration intracellulaire en soluté. Et puis c'est extra, la solution qui est à l'extérieur de la cellule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la meilleure situation pour l'organisme, c'est d'avoir une égalité des concentrations intra- et extracellulaires parce que ça évite les flux d'eau qui peuvent causer des problèmes. Alors, au cours d'une activité physique, vous allez transpirer. D'accord? Et donc, quand vous transpirez, donc la transpiration,
ça va générer quoi? Ça va générer des pertes hydriques, donc des pertes d'eau, mais aussi de minéraux, c'est-à-dire de solutés. Vous allez perdre du sel, etc., dont vous avez besoin pour maintenir l'activité physique. Par exemple, les ions sodium vont intervenir dans l'influx nerveux et il va falloir maintenir des concentrations correctes. Donc par exemple, une erreur fréquente, mais qui peut se produire sur une activité physique longue, c'est juste de boire de l'eau douce. Et si vous buvez de l'eau douce, globalement, du fait de la transpiration, la concentration C extracellulaire chute. Si elle chute, il faut que de l'eau sorte de la cellule pour rééquilibrer. D'accord? Et donc, finalement, la cellule, on va dire, va se vider de son eau, il va y avoir une déshydratation intracellulaire, ce qui n'est pas bon du tout. Potentiellement une hyponatrémie, parce qu'on va manquer de sodium. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À l'inverse, si je bois que de l'eau douce, je ne vais pas résoudre le problème parce que je ne remonte pas la concentration extracellulaire. L'inverse, c'est celui qui va se boire un coca ou un jus d'orange. Là, vous allez prendre beaucoup trop de sucre et de sel, donc votre concentration extracellulaire va être trop importante. Du coup, il y a de l'eau qui va rentrer dans les cellules et les cellules vont gonfler. Donc là, vous risquez de pas vous sentir bien, d'avoir mal à l'estomac, etc. Voilà, donc tout un tas de petits symptômes pas terribles. Donc en fait, le but du jeu, donc la situation, là je l'ai fait à l'oral, mais j'espère que vous avez pris des notes, la situation optimale, c'est d'avoir une concentration extracellulaire qui est environ égale à la concentration intracellulaire, de sorte à avoir des flux de molécules d'eau qui restent limités et qui ne vont pas créer de gonflement ou de contraction des cellules. Voilà, du coup, ce qu'il vous faut, a priori, ça c'est la théorie, c'est du 60 grammes par litre. Donc si par exemple vous prenez, je vous avais mis l'étiquette du Energizer, on voit que dans 100 grammes, dans 100 grammes de Energizer, on a presque 100 grammes de glucides, 93 et quelques. On pourrait se dire, on prend moins de 100 grammes qu'on met dans un litre, c'est ce type de protocole qui est attendu. Après, petit conseil plutôt de sportif, dites-vous que dans 1 gramme de sucre, je l'ai montré dans une autre vidéo, si j'y pense, je mettrai la vignette, dans 1 gramme de sucre, vous avez 4 kilocalories. Donc ça veut dire que si vous faites une boisson, vous faites 1 litre de flotte avec 60 grammes de sucre, tel que c'est préconisé ici, pour 60 grammes de sucre, vous allez absorber 240 kilocalories. C'est pas forcément mauvais en soi, mais en fonction des objectifs du sportif, si vous avez quelqu'un par exemple qui veut perdre de la masse grasse, étant donné que la première chose qui va l'empêcher de le faire, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang, peut-être que c'est pas une bonne stratégie. Donc plusieurs choses à voir. Déjà, quand on fait une séance de sport assez courte, par exemple 45 minutes ou moins, on peut très bien rester à l'eau douce et se renourrir derrière, ça posera pas de problème. Ensuite, pour des efforts un peu plus longs ou intenses, effectivement, c'est bien d'essayer d'avoir une boisson isotonique. C'est même le top d'avoir une boisson isotonique. Mais on peut déjà se placer un peu en dessous des 60 grammes. C'est pas forcément gênant. Puisque déjà, même si vous êtes à 30 grammes, vous allez quand même limiter, on va dire, le phénomène d'osmose, justement. Et puis, on n'est pas obligé de mettre du sucre. Vous pouvez mettre un peu de sel, un peu de jus de citron, une petite cuillère de miel, ce genre de choses. Mais moi, personnellement, ça c'est le côté éducateur sportif, je vous déconseille par exemple de mettre juste du sucre blanc dans une boisson de l'effort, c'est un petit peu dommage. Mais parfois, on dit mettre un petit peu de jus d'orange, un peu de jus de citron, ou une cuillère de miel qui va apporter aussi plein de micronutriments en plus du sucre qu'il y a dedans. Voilà. C'était la petite pause sport. Reprenons. Expliquer le phénomène d'osmose inverse, on reprend la situation précédente. L'osmose inverse, du coup, donc là j'ai repris la situation d'équilibre, donc les molécules d'eau ont été dans ce sens-là, ça va être de faire l'inverse, c'est-à-dire on va appliquer nous-mêmes une pression, d'accord, donc une pression de l'opérateur, je vais noter ça, qui doit être supérieure à la pression osmotique, donc supérieure à la pression osmotique, pour générer un déplacement des molécules d'eau, cette fois-ci des zones les moins concentrées, cette fois-ci de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Et donc c'est une technique qui est utilisée dans le dessalement de l'eau de mer, donc petit clin d'œil à nos camarades qui font leur TIPE sur ce sujet, et d'ailleurs normalement qui devraient tenter la petite manip à l'ENSIA 7, donc on devrait avoir des belles photos. Donc le principe est simplement le suivant, si vous laissez les solutions en contact,
par pression osmotique, il y aura un transfert spontané dans un sens. Là, on va chercher à faire un transfert non spontané en appliquant une pression plus grande du côté où on veut justement se débarrasser de l'eau. Donc forcément, on va concentrer d'un côté et diluer de l'autre. Voilà les chimistes. Bon, en principe, il restait une question sur les avantages et les inconvénients sur le dessalement, mais il y avait la vidéo, encore une fois, du CNRS que je vous mets en description. Je préfère que vous la regardiez bien, parce qu'elle est vraiment super bien faite. Mais j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur cette approche doc. N'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une excellente préparation. Comme d'habitude, Instagram, Facebook, Twitter. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la création de vidéos, vous avez les pages Tipeee et Utip. Et moi, je vous dis travaillez bien et à très bientôt.